de ce que fait John Deere dans ce domaine. Bonjour, bonjour. Nous allons donc continuer notre promenade à la campagne. On a vu quelques images, on va en voir d'autres. L'idée, c'est de vous décrire en quelques minutes l'apport du machinisme agricole à la transition énergétique. N'oublions pas que nous avons devant nous tous un formidable défi à relever. Nous sommes 7,3 milliards à peu près d'individus aujourd'hui. 2050, c'est 9,6, plus 30% d'augmentation. Et si on caresse le rêve un peu fou, si on caresse le rêve un peu fou d'éliminer de la surface de la planète la sous-nutrition et la malnutrition, il faudra doubler la production agricole. C'est un défi énorme, c'est notre défi à tous en 35 ans. C'est court, 35 ans pour faire ça, mais on va essayer de le faire. Le problème, quand on double la production agricole, c'est qu'on va augmenter également la production d'énergie. Je recommence. On va augmenter la demande d'énergie. Le problème de l'agriculture, c'est qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Et une énergie d'origine essentiellement fossile. Comment est-ce qu'elle en consomme? Eh bien, par le travail du sol. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on y reviendra. Par la fertilisation, la fabrication d'une tonne d'engrais consomme énormément d'énergie. Il faut transporter les produits de la terre. Une pomme de terre produite, il faut l'amener à l'usine de transformation et à l'assiette du consommateur. Il ne faut pas pouvoir sécher les produits. Et tout ça consomme énormément d'énergie. Et si on revient sur le travail du sol, on va prendre une image. 1 hectare de terre labourée, c'est à peu près 4000 mètres cubes de terre remuée, soulevée d'à peu près 40 cm. 5000 tonnes de terre retournée. Alors 4000 mètres cubes, vous imaginez un immeuble de 5 étages de forme cubique, ça vous donne la quantité de terre remuée quand on laboure 1 hectare. Ça consomme énormément d'énergie et nous verrons comment diminuer un petit peu cette énergie consommée. La bonne nouvelle, c'est que l'agriculture produit de l'énergie. Elle en produit comment? Eh bien, nous avons tous vu fleurir des éoliennes le long des autoroutes et dans les champs. Elle produit quoi? De l'énergie éolienne, de l'énergie photovoltaïque, avec des fermes, soit les toits des hangars, soit ces fermes photovoltaïques. L'utilisation du bois, qui revient à la mode. La biomasse, qui permet de fabriquer des carburants de synthèse. La méthanisation, encore peu développée en France, mais nous y menons. Et puis les biocarburants, mais là c'est un peu touchy parce qu'on revient en concurrence avec le fait de nourrir la planète. Donc c'est un problème qui est un petit peu plus délicat. Voyons quels sont les 3 impératifs majeurs que nous avons devant nous. Le premier, c'est de diminuer la consommation d'énergie par unité produite. Il faut produire des aliments, faisons-le, mais en consommant moins d'énergie. La deuxième, et nous verrons comment nous pourrons le faire, la deuxième, c'est d'augmenter la part d'énergie endogène produite sur l'exploitation, comme celle que nous avons vue précédemment. Et puis nous avons, plus qu'un impératif, c'est un devoir majeur, tous ensemble, c'est d'assurer en cas de crise énergétique grave, qui peut arriver à tout moment, imaginez un embrasement du Moyen-Orient, le prix du brut multiplié par 5, on fait comment pour cultiver? Et on fait comment pour nourrir la planète? Donc nous avons aussi cette obligation de faire face à une crise énergétique grave et de pouvoir continuer à produire. Alors, 2 moyens, je vais revenir un tout petit instant, si vous voulez bien, sur comment diminuer la consommation par unité produite. Revenons aux pratiques culturales, au labour, qui, nous l'avons vu, consomme énormément d'énergie. Eh bien, il existe des techniques de culture simplifiées où on va éliminer le labour. Alors, ça a beaucoup d'avantages, ça ne peut pas se faire sur tous les types de terres, mais on a un gain énorme, un gain de 20 à 40% de l'énergie consommée par le travail du sol. Il y a aussi quelques obstacles d'ordre sociaux. N'oublions pas que le labour, c'est le même mot que le travail, c'est le symbole du travail du sol. Et il y a une trentaine d'années, quand ces techniques ont commencé à se développer, quand un agriculteur dans un village commençait à faire du non-labour, il était traité de feignant. Il se heurtait par ses pairs, il se heurtait à l'hostilité de ses pairs. Raymond, il laboure plus. Ben, qui fait ce qu'on a? C'était ça. Hein. Bon, les choses ont évolué et maintenant on sait diminuer la consommation d'énergie par unité produite.
Un autre moyen de le faire, c'est le recours massif au GPS, sur ces antennes sur les toits du tracteur, qui permettent d'avoir des trajectoires prédéterminées, on ne touche plus le volant, et le tracteur va avancer dans la parcelle avec une précision de 2 cm. 2 cm, c'est le diamètre de cette pièce de 5 centimes. Voilà la précision qu'on obtient aujourd'hui dans le guidage d'un tracteur ou d'une moissonneuse-batteuse dans les champs. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, outre le confort du conducteur, imaginez sur l'autoroute, vous n'avez plus besoin de toucher le volant, cela permet d'utiliser la totalité de la largeur de travail de l'outil. Vous avez un outil de 6 mètres, sans GPS, il va falloir recouper un petit peu pour être sûr de ne pas laisser de manque. On va recouper de 50 à 60 cm, 10%. Avec le GPS, on n'a plus besoin de recouper. On va dire qu'on fait une économie de 5 à 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une exploitation de 100 hectares qui va produire du blé sur 100 hectares, sans GPS, on travaille en fait 110 hectares. Donc 10% de carburant en plus, et d'énergie, mais aussi de main-d'œuvre, de produits phytosanitaires, de semences, etc. L'intérêt est évident, c'est pour ça que c'est une technologie qui se diffuse très rapidement. Revenons aux moyens développés, on va prendre 2 exemples pour aller vers cette transition énergétique et s'affranchir des énergies fossiles. Le premier exemple, je vais parler ici un autre acteur majeur du machinisme agricole et revenir sur ce que disait notre ami Adamo tout à l'heure et l'utilisation de l'hydrogène. C'est la société New Holland, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un groupe d'origine italienne. C'est anciennement Fiat, pour ceux qui ont connu les tracteurs Fiat. Cette société a proposé en 2009 un tracteur à hydrogène. Comment ça marche? Je produis l'électricité sur l'exploitation, notamment avec des panneaux photovoltaïques. Cette électricité, je l'utilise pour fabriquer de l'hydrogène que je stocke et que je réutilise dans mon tracteur équipé d'une pile à combustible. On a vu des exemples de véhicules tout à l'heure. Ça marche aussi très bien sur les tracteurs. C'est un concept présenté il y a maintenant 6 ans, médaille d'or au Salon international de la machine agricole. Les experts ont vu l'intérêt du système et donc on sait avec ça s'affranchir totalement des énergies fossiles pour faire fonctionner un tracteur. Avantage complémentaire, les gaz d'échappement d'une pile à combustible, c'est de l'eau, c'est pas très polluant. Alors, c'est un concept, pour l'instant, ça n'est pas commercialisé, mais notre confrère a envoyé un signal au marché. Si demain, il n'y a plus de pétrole, on peut continuer à cultiver. Deuxième exemple, une société que je connais un petit peu mieux, le tracteur multifuel, médaille d'or 4 ans plus tard, qui permet d'utiliser dans le moteur de ce tracteur, différents types de carburants. Je peux mélanger du GNR, mais aussi du carburant fabriqué sur l'exploitation à partir de colza, comme sur la photo, et dans des proportions transparentes pour l'agriculteur. Aujourd'hui, le GNR n'est pas trop cher, ça va. Demain, il devient un peu plus cher parce qu'il y a des problèmes au Moyen-Orient. Eh bien, je mets de l'huile de colza en mélange avec le GNR. Proportion, on ne s'en soucie pas. Le tracteur va continuer à fonctionner. Un objectif commun entre les 2 systèmes, s'affranchir des énergies exogènes et 2 voies technologiques totalement différentes, mais répondant à la même exigence. Je terminerai rapidement, on a parlé d'économie d'énergie, du fait de s'affranchir de ces énergies. N'oublions pas la pollution, elle vient d'être évoquée, de ces machines agricoles. Et je voudrais rappeler que cette profession, dans son ensemble, a divisé en 20 ans. En 20 ans, nous avons tous ensemble, les constructeurs de moteurs, de tracteurs, les agriculteurs, les concessionnaires, toute cette profession a fait passer de 100 à 1 le niveau des émissions polluantes. C'est extraordinaire. On accuse toujours l'agriculture d'être polluante avec les produits phytosanitaires, les engrais, les nitrates. Nous avons fait un travail énorme, encore une fois, tous ensemble. Ce travail est fait, nous pouvons nous en réjouir. Ça veut dire quoi? Réduire de 100 à 1 ces émissions polluantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un tracteur qui travaille dans les champs, un tracteur produit en 2015 qui travaille dans les champs, pollue 100 fois moins qu'un tracteur fabriqué il y a 20 ans. Voilà, j'en ai terminé. Et on va conclure sur une petite note d'espoir avec ces moissonneuses-batteuses qui récoltent du blé pour nourrir nos prochains 9,6 milliards d'amis. Monsieur Vicario, représentant de John Deere qui n'avait pas pu être avec nous hier soir, c'est la société de John Deere qui a reçu le 3e prix des trophées de l'innovation énergétique cette année. Félicitations. Je rappelle également que
que dans la même catégorie, ce que vous avez dit hier, tout à l'heure à l'introduction de ce sujet, que les établissements Avia Picotti, avec l'apport complémentaire qu'ils ont fait au GNR, a été également primé. Et félicitations à tous deux dans le domaine de l'agriculture, qui n'est pas toujours couramment exposé dans nos conventions. Bravo. Merci. Merci à tous pour ce prix qui nous honore tous.